Donc, on peut peut-être débuter doucement. Ça nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Le séminaire s'intitule À la mémoire de Joyce, soutenir l'accouchement autochtone culturellement sécuritaire en obstétrique à risque élevé. Il présente un projet déployé au CUSUM, donc depuis 2022, euh, dans la foulée des événements qui ont mené au décès de Joyce Echaquan. Donc, effectivement, suite à ces événements-là, des choses se sont progressivement organisées pour mieux soutenir les communautés dans leur parcours de soins par la création, entre autres, du Bureau du principe de Joyce et certains groupes de travail locaux, comme ça a été le cas au CUSUM, qui ont donné naissance, sans faire de jeu de mots, à des projets comme celui-ci. Alors aujourd'hui, on accueille trois infirmières, en fait, un trio quatuor d'infirmières. Donc là, n'est malheureusement pas avec nous pour de belles raisons. La première, Jennifer Pépin, est infirmière coordonnatrice de la mission santé des femmes au CUSUM. On a ensuite Sophia Capella, qui est infirmière en pratique avancée aussi à la mission de santé des femmes au CUSUM. Et Micha Cormand-François, infirmière clinicienne dans cette même équipe également. On l'a mentionné, on a volé le punch. Bon, de toute façon, on le voit sur la diapositive d'ouverture de la présentation. Mais ce projet, cette équipe a remporté un prix Hippocrate dans la catégorie innovation, prestations de services adaptés, inclusifs et transversaux aux populations, notamment les plus vulnérables. Donc, je vais les laisser prendre la parole. Je vous rappelle qu'il y a une période de questions qu'on garde pour la fin, où vous serez invité soit à écrire vos questions dans le clavardage ou à lever la main pour qu'on vous donne la parole virtuellement, donc micro ouvert, caméra ouverte pour s'adresser aux présentatrices. Euh, donc voilà, si tout est en place, je vous cède la parole. Bon séminaire. Merci beaucoup de nous avoir présenté si gentiment. On va commencer notre présentation avec une reconnaissance des territoires. Donc, nous reconnaissons que nous sommes situés sur des terres autochtones non cédées. Nous reconnaissons et respectons les Kanien'kehá:ka en tant que gardiens traditionnels des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, y compris les Kanien'kehá:ka de la Confédération Haudenosaunee, les Huron-Wendat, les Abénaquis et l'Anishinaabe. Nous nous engageons euh, par notre travail individuel et collectif à travailler vers la réconciliation des peuples. Bon, alors, nous avons aucun conflit d'intérêt à signaler. Par contre, nous sommes très euh, au courant que nous sommes trois infirmières non autochtones et non de la population autochtone qui sont en train de présenter le projet. Par contre, je veux souligner le fait que le projet vient des voix de la communauté avec nos partenaires autochtones qui nous ont dirigés, dans le fond, euh, tout le long de notre projet et qui nous dirigent encore et qui s'assurent que ce qu'on est en train de mettre en place est ce que la communauté a besoin. Euh, et l'autre aspect que je voulais mentionner, c'est que là, présentement, le projet va parler beaucoup de les populations Cris et Inuit, parce que le RUIS de McGill, on reçoit des patients de ces territoires-là et que le but du projet vraiment, c'est d'agrandir et de fournir des soins sécuritaires à plusieurs populations. Par contre, on a centré sur ces deux-là vu que ça fait la grande majorité des transferts qu'on reçoit. Prochain diapo. Alors, ce projet est dédié à la mémoire de Joyce Echaquan, de sa famille et de la nation Atikamekw. C'est le début de notre parcours pour mettre en œuvre le principe de Joyce qui est adopté par le CUSUM. Le principe de Joyce vise à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Le principe de Joyce requiert obligatoirement la reconnaissance et le respect des savoirs et connaissances traditionnelles et vivantes des Autochtones en matière de santé.
Alors, les objectifs, c'est de reconnaître les implications de l'accouchement hors territoire, fait que de comprendre le processus de recherche et l'origine des données, d'examiner le processus d'engagement des parties prenantes autochtones, puis d'identifier les éléments facilitateurs et les défis. Donc, ici, on a un petit portrait de toutes les communautés Cris et Inuits du Québec. Au CUSUM, on reçoit de tous ces villages-là. Puis c'est important de comprendre le parcours d'évacuation de grossesse à risque ou pour une naissance, le trajectoire que ces femmes-là et ces familles-là font. euh, Fait tout en sorte qu'il y a un choc culturel et puis les demandes, ce qu'ils ont besoin comme soutien pendant l'accouchement sont différents que la population de base montréalais, canadienne, non autochtone. Donc, chez nous, on fait à peu près 3000 accouchements par année. La plus partie, le plus, excusez-moi, notre population, c'est environ 60 à 70% de grossesse à risque. Et de le 3000 accouchements par année, on reçoit à peu près 10% des patients qui sont criés Inuits, qui sont emmenés chez nous, soit pour des complications de grossesse à risque ou soit parce que, justement, il n'y a pas de service de sage-femme, mettons, dans la communauté pour assister à l'accouchement. Donc, ça donne à peu près 250 accouchements en 2024. L'évacuation pour accoucher, c'est une pratique qui existe depuis 70 ans. On sait qu'il y a beaucoup de risques associés à ça, de détriments des détriments à la famille, social, financier, émotionnel, spirituel. Tu sais, et quand que les sages-femmes sont descendues pour nous donner des cours, justement, ils nous ont parlé justement des défis ce n'est pas justement d'être éloigné, mais c'est la sécurité de la famille pendant qu'ils sont à Montréal, euh, puis tous les risques qui sont associés avec ça. Euh, donc, c'est une pratique enracinée dans le colonialisme médical, puis c'est associé à de nombreux préjudices. Donc, voici un trajectoire d'une femme qui pourrait être évacuée pour une naissance. Alors, si on imagine de façon générale une femme enceinte à Montréal, elle va faire un petit trajectoire de peut-être 30 minutes. Elle va se rendre à l'hôpital, elle va être entourée de sa famille, elle va être en sécurité, tandis que là, on parle d'une femme qui va être évacuée avec ou peut-être sans personne qui va devoir laisser sa famille, ses enfants à la maison, qui va devoir faire un trajectoire de 8 heures avec 4 arrêts. Puis peut-être, 8 heures, ça serait peut-être bon parce que, tu sais, la météo va être en conséquence, puis l'avion va réussir à décoller et arriver. C'est vraiment toute une trajectoire pour justement avoir une naissance qui est un peu, qui est hors de la normale de ce que le restant des Canadiens et des Québécois passent. Et on pourrait penser que ça ressemble à un voyage dans le sud pour nous. Alors, tu sais, quand nous, on pense à un voyage dans le sud, on pense à aller au Mexique ou à Cuba ou à quelque chose où c'est tout inclus, c'est des vacances, mais un voyage dans le sud, justement, les sages-femmes qui sont venues chez nous, quand ils disaient que oui, on vient dans le sud, pour eux, c'était venir à Montréal. Parce qu'on se rend compte que après qu'un blizzard, 2 arrêts, une journée où ils ont dû rester pris dans une de leurs escales, finalement, un voyage dans le sud qui est pour des raisons médicales peut être beaucoup plus compliqué que ça à travers les ambulances et les différents avions qui sont là. Oui, et ça, c'est sans dire qu'ils restent avec nous des fois pendant des semaines, des mois, sans avoir le contact direct avec leur famille. Exactement. Et c'est dans ce contexte-là que a lieu le décès de Joyce Echaquan. Et suite à son décès, il y a eu beaucoup de nos infirmières qui ont été assez traumatisées par ce qu'elles ont vu. J'espère, comme la plupart de la population qui a vu ce qui s'est passé avec Joyce Echaquan.
Et Misha, qui est avec nous, et Hila, qui n'a pas pu être avec nous, ont démarré un groupe de travail multidisciplinaire local en envoyant un message tout simple qui disait, ben, c'est quelque chose qui me parle vraiment, je pense qu'on a besoin de faire quelque chose, êtes-vous intéressés? Et on a réussi à avoir un groupe multidisciplinaire, des médecins, des infirmières, des résidents, qui étaient intéressés à faire quelque chose. Et comme on était tous dans la mission santé des femmes, parce que ce groupe, il est vraiment spécifique à la mission santé des femmes, notre objectif, c'était vraiment d'essayer de rendre l'expérience d'accouchement de ces familles autochtones-là le plus positive et le plus culturellement sécuritaire possible. Et la première chose qu'on a voulu faire pour justement reconnaître ce qui s'était passé avec Joyce et Echaquan, c'était de faire reconnaître le principe de Joyce par le CUSUM. Donc, le groupe local, il a été créé en 2020, mais comme vous voyez, le CUSUM a adopté le principe de Joyce en septembre 2021, donc quand même plus d'un an après la création du groupe, parce que on va parler des défis plus tard, mais c'était pas un itinéraire linéaire pour essayer de faire adopter le principe de Joyce. Et on en parlera, comme j'ai dit, un peu plus tard. Pour faire, par contre, quelque chose de culturellement sécuritaire pour nos communautés, on ne peut pas le faire sans les communautés. Et on a eu énormément de chance dans notre première phase d'avoir justement Hila qui faisait son doctorat sur l'évacuation des familles inuites du Grand Nord vers Montréal. Et on va parler de son projet un peu plus. Donc, on a déjà eu accès à ces données-là de son projet doctoral avec les populations inuites. Et notre deuxième phase, c'était d'essayer de trouver un moyen de valider les recommandations qui sont sorties de ces consultations-là avec les membres du AUSG pour s'assurer qu'on fait des choses qui sont communes aux deux communautés. Et enfin, il y a eu des consultations qui ont été faites avec les familles inuites et des familles CRI, avec des aînés, avec des professionnels du CUSUM et évidemment avec des patientes partenaires aussi. Donc, si on part de la première phase, qui est le travail doctoral de recherche de Hila, que vous voyez ici en photo, c'est un projet longitudinal participatif. Et c'est quoi une recherche participative? Une recherche participative, c'est une recherche dans laquelle les personnes qui sont affectées par la problématique, ils sont des participants actifs à toutes les phases du projet de recherche. Donc, dans l'élaboration du projet de recherche, dans l'élaboration de c'est quoi exactement la problématique, de savoir c'est quoi qui devrait être consulté dans la communauté par rapport à ça. Et l'objectif d'une recherche participative, c'est d'amener un changement social. Donc, depuis qu'elle a commencé son doctorat, il a publié plusieurs articles qui ont trait avec son travail. Donc, si jamais vous vous êtes intéressé, vous pouvez chercher son nom dans les articles de recherche et vous verrez combien d'articles qui sont déjà sortis. Il y en a d'autres qui sont en train d'être publiés en ce moment. Et la question principale qu'elle a mis dans sa recherche, c'est de quoi ont besoin les familles pour accoucher dans de bonnes conditions en dehors du Nunavik. Donc ça, c'était la question principale. Encore une fois, le projet était co-design avec les communautés autochtones. Et la méthode qui a été utilisée pour faire ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le Fuzzy Cognitive Mapping ou en français la cartographie cognitive floue, qui est en fait une représentation visuelle des connaissances. Donc, on en a fait avec 26 professionnels de la santé, je dis on, c'est Hila, on a fait avec 26 professionnels en périnatalité et avec 16 familles inuites. Et je vous donne un exemple de ce que ça ressemble, la carte combinée des parties prenantes, donc des familles inuites, mais aussi des professionnels de la santé en périnatalité. Et ça a l'air d'à peu près ça. Donc, vous avez plusieurs éléments qui sont dans des encadrés. Et il y a des flèches qui les relient, qui ont une direction, qui ont non seulement une direction, mais qui ont un poids. Donc, plus les flèches sont épaisses, plus le lien est significatif et important dans l'objectif principal qui est au milieu, qui est de donner naissance dans des bonnes conditions. Il y a eu évidemment des cartes qui ont été faites par groupe aussi. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ce que nous, on pense qui est accoucher dans de bonnes conditions, il y a des choses en commun avec ce que les familles inuites pensent, mais pas seulement. Il y a vraiment des différences entre les deux. Et l'idée, évidemment, c'est pas que nous, on prenne ce qui est important pour nous, c'est de faire ce qui est important pour les familles inuites et pour plus tard les familles cri. Donc,
de ce projet de recherche et des cartographies qui ont été faites, il y a 17 recommandations qui sont sorties là. Et les 17 recommandations ont été, et il y a une méthode que je ne pourrais malheureusement pas vous expliquer, ont été mesurées sur une échelle qui vont de 0 à 1, 0 étant quelque chose qui n'est pas du tout important, à 1 qui est la chose la plus importante. Et comme on peut voir, ben, les chiffres ne sont pas les mêmes pour les personnes, pour les familles inuites et pour les professionnels. La chose la plus importante qui était présente pour toutes les familles inuites, c'était se sentir en sécurité et chez soi. Et les professionnels de la santé l'ont reconnu, mais encore une fois, moins important. Pour les professionnels de la santé, ce qui était le plus important, c'est que la famille soit investie et engagée dans les soins, ce qui était aussi reconnu par les Inuits, mais pas de manière aussi importante. Donc, on a pris une partie de ces recommandations-là et on est allé en phase 2 avec Misha, qui va vous parler tout de suite après. On est allé les valider avec des familles CRI. Donc, dans la partie Inuit, on a consulté les familles Inuit. On a consulté le personnel en périnatalité, comme on a dit, du CUSUM. On a consulté le personnel à Olivik, qui est là où vont les personnes qui sont évacuées du Grand Nord pour rester là et qui travaillent avec les familles inuites et aussi des sages-femmes et infirmières du programme CIP. Et Misha a eu la responsabilité et la grosse tâche d'aller valider justement ces données-là avec des familles CRI, avec les sages-femmes Awash, un médecin et avec le personnel du Witchy-Witwin, qui est le service pour les patients CRI. Alors, grâce à ces recommandations, on a soumis une proposition et on a été très chanceuse de pouvoir gagner le prix d'innovation des infirmières du CESM, qui nous a donné l'aspect financier pour pouvoir procéder à l'implémentation de ces recommandations. Alors, la prochaine chose à faire pour nous, qui était très claire, c'est de recruter 2 patientes partenaires, une CRI et une INUC. Alors, on les voit ici, Liz et Passa. Liz est une maman de plusieurs enfants qui a eu des expériences d'accouchement vraiment diversifiées à l'hôpital et dans sa communauté, et elle est en ce moment étudiante sage-femme. Passa a eu un transfert en urgence pour avoir son bébé avec nous au CESM. Donc, elle a eu une expérience vraiment proche pour savoir comment nous guider d'après son expérience qu'elle a vécue. Alors, je vais vous présenter les différentes recommandations. Donc, numéro 1, c'était présence et soutien de la famille. Vous l'avez vu dans les recherches qui sont sorties là, des familles, c'était la chose la plus importante pour les femmes et leurs familles, c'était d'avoir du soutien et du support. Parce qu'il disait que ça facilitait la transmission intergénérationnelle des savoirs traditionnels. C'est sûr que, comme Jeanne le disait, dans le contexte d'une évacuation, souvent les femmes ont à choisir entre leur partenaire et leur maman, par exemple, pour venir leur accompagner vers le sud. Donc, malheureusement, ils ont seulement accès à une personne pour venir si même c'est possible pour leur contexte familial. Dans certains cas, le papa doit prendre garde du reste de la famille. Donc, ça dépend toujours du contexte, mais souvent, c'est juste une personne. Et là, au centre d'accouchement, on avait auparavant 2 personnes au chevet pour les accouchements. Et notre politique de visite, on l'a révisée pour accommoder jusqu'à 4 visiteurs en salle d'accouchement. Donc, c'est un gros changement. Et on espère qu'avec le temps, ça va influencer les politiques d'évacuation pour peut-être soutenir financièrement le transfert de plusieurs membres de la famille, vu que c'est la chose la plus importante pour les femmes, ce qu'elles voulaient. Ça permet le soutien physique de la femme durant son accouchement. Ça permet un soutien émotionnel. Ça veut dire que le bébé, quand il naît, va entendre son langage au lieu du français ou de l'anglais. Ça veut dire qu'il y aura une personne importante qui peut couper le cordon, ce qui est très important culturellement.
Alors voilà, ça présente plusieurs défis pour notre personnel, vu qu'on a beaucoup de gens à gérer, mais nous avons mis en place certaines conditions pour que ça soit fait en toute sécurité, des plans pour les urgences et pour de la bonne communication entre les membres de la famille et le staff. Ensuite, ce qui était très intéressant dans les données, c'est que le personnel de la santé, une des choses les plus importantes pour eux, c'était d'avoir des formations en sécurisation culturelle. Les infirmières, les médecins voulaient apprendre davantage sur ces cultures-là pour pouvoir mieux soigner. Et c'était également important pour les familles aussi de pouvoir transmettre certaines choses à leurs soignants. Alors, l'intervention la plus importante qu'on a pu faire, c'est d'amener 5 sages-femmes inuites à Montréal pour nous donner une formation en sécurisation culturelle, notamment sur l'histoire de l'évacuation, l'histoire de la sage-femme inuite, euh, comment mieux soigner ces patientes en particulier, certaines traditions culturelles et comment les faciliter. Et ça a vraiment permis de pouvoir faire ça en personne. C'était vraiment enrichissant pour tout le monde. Ça nous a permis de créer des liens qui vont durer vraiment longtemps. Et à cause de ça, je vous parlerai de notre futur avec ces belles femmes-là. On a aussi pu enregistrer une des sessions qu'on a eues pour pouvoir donner cette formation aux infirmières qui commenceront dans le futur. On a aussi eu une sage-femme CRI et une sage-femme et une doula CRI qui sont venues nous parler, surtout à nos médecins, à propos de la différence entre le consentement éclairé et la décision éclairée, ce qui a mené une discussion vraiment intéressante dans notre équipe. La troisième chose, c'était accès à la nourriture traditionnelle. C'est sûr que la nourriture, tout le monde le sait, ça nous rassemble et ça permet un sentiment de réconfort. On se sent plus chez nous et en sécurité quand on mange quelque chose de réconfortant qu'on reconnaît. Et notre nourriture qu'on sert à la cafétéria à l'hôpital n'est pas nécessairement familière aux familles qui viennent chez nous. Alors, la première chose, c'était juste de rentrer en communication avec notre cafétéria qui peut maintenant faire de la bannique sur demande pour les patientes. Ensuite, on a essayé d'organiser quelques séances de cuisine. Vous en voyez une là à droite pour faire une recette d'orignal et de caribou. On a fait du bouillon de poisson qui aide à la production de lait en postpartum. Et c'était vraiment intéressant de pouvoir explorer ces recettes-là avec les aînés qui nous ont aidés, des bénévoles nous ont aidés à cuisiner. Par contre, c'était vraiment difficile de trouver des chasseurs avec des dons de viande et tout ça. Donc, éventuellement, on a créé un partenariat avec Havivik, qui est un centre de la santé communautaire qui a récemment été créé et qui nous livre présentement à chaque 2 semaines des repas congelés qu'on garde dans le frigo que vous pouvez voir en image. Et ces repas-là sont disponibles pour les patientes et leurs familles quand ils en ont besoin. Ce frigo sert aussi à conserver la nourriture que les familles puissent emporter par eux-mêmes. Et finalement, euh, pour regrouper quelques autres recommandations qui sont sorties en consultation, comment est-ce qu'on peut favoriser certaines traditions et cultures? Alors, on a fait créer quelques œuvres d'art. On a engagé des artistes inuits et cris, Ulayu et Natasia pour faire plusieurs œuvres d'art dans le thème de la famille ou de la naissance ou du soutien. Et ces œuvres-là sont encadrées et sont disponibles dans la salle d'accouchement et en postpartum pour les familles s'ils veulent l'avoir accrochée dans leur chambre. On a aussi des pots de phoque qui sont disponibles. On a des huiles essentielles qui peuvent être familiers, des odeurs familières pour
se sentir plus chez soi, notamment le sapin baumier et le thé du Labrador. Certains thés sont disponibles aussi pour consommer durant l'hospitalisation. On a aussi des kits de perlage qui permettent une activité aux femmes qui sont alitées pendant de longues périodes dans notre unité d'antépartum. Et on a aussi quelques kits qu'on appelle les birth bundles. C'est les aînés des communautés CRI qui les fabriquent et ça contient quelques médecines traditionnelles, des petits jouets pour enfants, une méthode traditionnelle pour prendre le bébé et d'envelopper le bébé en emmaillotage qui s'appelle le Waspsuyan et quelques couvertures aussi. Et pour englober le tout, pour expliquer tous ces changements-là aux familles et au personnel, il y a des livrets qui ont été créés pour ces deux parties prenantes, donc pour les familles, pour le personnel, et elles ont été partagées avec des partenaires communautaires et professionnels de la santé à travers notre territoire pour leur aviser des changements et éventuellement, on espère avoir plus de membres de la famille qui planifient qui, pour venir avec leurs proches accoucher chez nous. Et juste pour mentionner encore une fois que nos partenaires, les EPASA, étaient impliqués tout au long du processus à chaque décision qui a été prise. Elles ont assisté à de nombreuses réunions rémunérées pour donner leur opinion sur chaque phase de l'implémentation. Alors, pour revenir à nos apprentis sages-femmes, elles ont, comme je vous disais, on a vraiment créé des liens importants. Alors, c'est dans nos plans dans le futur d'avoir un stage clinique pour qu'elles puissent venir passer du temps avec nous plus concrètement, à être impliquées dans les soins. Alors, en avril 2023, elles sont venues. En décembre de l'année passée, on a eu le premier stage d'observation d'une apprentie sage-femme unique au CESM. En ce moment, on est en planification pour un stage clinique et éventuellement, on espère, en 2026, on aura tout en place pour accueillir une apprentie sage-femme. Un autre une petite partie de notre projet qui a évolué, on a eu un petit peu de fonds pour créer une vidéo d'histoire d'accouchement. Alors, c'est venu dans les consultations que les femmes voulaient partager leur expérience d'accouchement. Historiquement, la tradition orale était le principal moyen de transmission culturelle et lors d'un transfert d'urgence, le personnel n'a pas toujours l'opportunité ni le temps d'explorer les réalités de ses patientes parce que c'est souvent dans un contexte d'urgence. Alors, c'est venu l'idée de créer ce film-là. Et alors, on a lancé l'appel dans diverses communautés et on a reçu les réponses de ces 5 femmes-là qui ont été très courageuses à partager leur histoire d'accouchement quand même assez variée. On a des femmes qui ont accouché de façon très naturelle dans leur communauté avec des sages-femmes, d'autres qui ont eu des transferts d'urgence. Alors, ça a été vraiment intéressant et on a hâte de partager ce film-là avec notre staff. Et ça a été fait en collaboration avec Wapikoni Mobile, qui est un organisme à but non lucratif qui aide à l'apprentissage de filmmaking avec des communautés autochtones. Alors, voilà, on va vous montrer le trailer. Juste à noter qu'on est dans le processus de faire la traduction pour avoir des sous-titres en français, mais pour le moment, c'est juste en anglais. Donc, on est désolé pour ça. Autant le son fonctionnait tout à l'heure quand on a fait un pré-test, là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vais essayer de réfléchir rapidement. Maintenant, est-ce que ça marche? I had seen On
l'a perdu. It's Sophie, because you muted yourself, Sophia. Mets ton To share their micro. birth story. And I had seen her post on social media. You guys were seeking mothers who had given birth to share their birth story. And I felt the need to message her right away on January 2nd. I think it was like 8 a.m. I felt a little pressure on my stomach. I wasn't sure what it was at first. I did not want to leave my 2 kids behind. The resources for me were very, very limited. I wasn't sure if I was safe or not because it's like a cultural shock for patients to go down. Well, I wanted one more boy. I want more. Do you mean I have to stop having babies and there's no choice? So I just accept what they wanted to do. And then they told me that if it doesn't go to normal, that they would have to stop my heart. Donc, vous avez vu quelques extraits du film que dont nous espérons faire le lancement en automne. Un lancement devant public, devant les médias, devant tout le monde pour qu'eux aussi puissent apprendre. Au début, on voulait que ce soit un film juste pour le personnel de la santé, pour qu'eux, ils puissent comprendre c'est quoi les expériences de ces femmes-là quand elles viennent accoucher ici. Puis plus on en parlait, et on en parlait avec la réalisatrice du film aussi, Elisande, qui était très active pendant la production du film, et qui a dit, tu sais, moi je pense qu'il y a d'autres mondes qui aimeraient aussi pouvoir voir ce film-là. Donc, on a eu le consentement des participantes pour faire un lancement plus grand et on espère, comme je vous dis, on vous tiendra au courant si vous êtes intéressés, faire le lancement à un moment donné cet automne. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est sûr que ça venait avec son lot de défis. Et je pense que le premier défi à mentionner, c'est le fait que le racisme systémique en santé n'est pas reconnu officiellement par le gouvernement. Et ça crée une barrière à ce que les organismes comme le CUSUM puissent, ou d'autres organismes de santé, reconnaître eux-mêmes le principe de Joyce qui parle du racisme systémique à l'intérieur de lui. Donc, on a eu de la chance qu'on a réussi à avoir des oreilles qui ont écouté le message qu'on avait à dire et qui ont décidé aussi de prendre cette décision-là avec nous. Et c'est sûr que pour faire tout ce qu'on a fait, on a eu besoin de fonds. Comme vous avez vu au tout début de la présentation, un billet d'avion vers le sud, c'est-à-dire vers Montréal, c'est un minimum de 3 000 à 5 000 aller-retour. Donc, juste les billets d'avion pour faire venir les sages-femmes ici pour nous donner cette formation-là, c'était quelque chose qui nous préoccupait. Une des difficultés qu'on avait et qu'on a encore, c'est à collecter des données sur les expériences d'hospitalisation des patientes. Et on essaie de savoir pourquoi, mais une des raisons qui est assez certaine, c'est qu'on utilise des outils qui ont été validés avec des populations non autochtones. Donc, toutes les échelles Likert, toutes les autres, les questionnaires, le moyen de poser les questions, le moment de poser les questions ne sont pas nécessairement appropriés ou pertinents pour cette population-là. Donc, on a une solution pour ça, donc on va vous présenter bientôt. Un autre des défis, c'est de bâtir des relations de confiance à distance. Donc, c'est sûr que nos patientes partenaires ont une vie dans le Nord, elles ont leur famille, leur travail, donc essayer de trouver un bon moment, un moment où il y a une bonne connexion avec l'Internet dans le Nord pour s'assurer qu'ils sont capables de se connecter correctement pendant que nous, on est connectés. C'est quelque chose qui a été un peu un challenge qu'on a réussi quand même à travailler avec. Et je pense que le défi le plus délicat, c'est que nous,
on veut faire des changements, mais on ne peut pas être ceux qui décident de comment ça se fait, comment on pousse, combien vite on va aller. On voulait vraiment collaborer d'égal à égal, de ne pas s'imposer sur eux, de ne pas imposer de décisions, de manière de faire. Donc, c'était vraiment cette délicatesse, j'ai envie de dire, dans l'approche qui était quelque chose qu'on a dû apprendre et qu'on n'est pas nécessairement habitué à utiliser dans nos autres recherches, si on veut. On a eu quand même des éléments facilitateurs. Donc, comme je vous ai dit, le CUSUM a décidé d'adopter le principe de Joyce en septembre 2021. Notre équipe était vraiment, vraiment, vraiment motivée à implémenter le principe de Joyce et tous les éléments facilitateurs pour nos équipes. Non seulement notre équipe était vraiment convaincue et motivée, mais ça, c'est clair que nos patientes partenaires étaient également aussi motivées. Passa a parlé de son expérience dans les médias, elle a été approchée, elle a vraiment, tu sais, il voulait vraiment que les changements ils aient lieu. Et je ne peux pas dire assez combien le fait qu'on ait eu des données de recherche de la recherche doctorale de Hila nous a permis de commencer avec énormément d'avance parce que justement, on n'a pas eu à faire toute cette recherche de mais de quoi est-ce qu'ils ont besoin, ces familles-là, parce qu'on avait quelqu'un qui avait déjà toutes ces données-là qui étaient disponibles et qu'elle a mis à notre disponibilité même avant de publier ses propres articles de recherche. Et là, je fais aussi un petit clin d'œil pour dire que cette collaboration entre recherche doctorale et des milieux, par exemple, de santé comme nous, c'est des choses qui poussent les projets encore plus loin et j'encourage n'importe qui est dans les deux milieux à faire la même chose. Et donc, les contacts qu'on avait à travers Hila dans la communauté inuit et que Misha avait fait avec la communauté du EUST nous ont aidés à prendre, comme j'ai dit, un peu d'avance et d'avancer dans nos recherches et dans savoir qui consulter. Et on a eu en plus la fondation du CUSM qui nous a donné une partie du financement dont on avait besoin à travers le prix Innovation. Pardonnez-moi. OK. Alors, en termes de défis de gestion, vu que j'étais à ce moment-là la gestionnaire à la salle d'accouchement, concrètement, avec le décès de Joyce Echaquan, il y avait beaucoup de colère dans mon équipe et une vouloir de faire autrement, de faire mieux. Avec le projet de Hila qui est venu, vu que j'étais gestionnaire à ce moment-là, elle est venue avec son projet en disant: «Voici ce que j'ai retrouvé dans mon recherche, voici les recommandations de la communauté inuit». Je sais qu'une population différente de justement, les Atikamekw, mais par contre, tu sais, des changements concrets pour une partie de la population autochtone. Et là, c'est quelque chose qui m'a touché mes valeurs et comment que je pourrais mettre ça en place. Et là, on est en mode de ça va coûter de l'argent et où est-ce qu'on va trouver cet argent-là? Et donc, à ce même moment, il y avait le prix d'innovation qui est passé et j'ai dit à Hila, bon, ben, voici une avenue potentielle. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire une demande avec ceci? Puis on va se réunir avec la coalition de Joyce pour faire justement une demande concrète. Donc voilà, on a gagné. On était très, très contentes. On voulait débuter le projet immédiatement. Par contre, il faut être réaliste dans le système de santé. Il y a rien qui se passe rapidement. On va dire ça de même. Donc, on a gagné le prix, mais ça a pris quand même 1 an avant qu'on ait le financement. Et ça, parce que justement, on est une institution publique. Puis même si l'argent vient d'un donateur, dans ce cas-là, c'était le Herta Vostro Foundation qui est derrière cette, Ce don.
ce prix, merci, ce prix d'innovation. Il faut avoir une transparence, donc il faut vraiment aller chercher dans quelles sont les étapes dans votre projet, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, est-ce que c'est un programme de recherche, est-ce que c'est la qualité, et comme ça dirige justement le fonds de compte qui est associé avec. Donc, de mon côté, comme gestionnaire, ça m'a pris beaucoup de mon temps à faire des suivis, de répondre aux questions, d'avoir justement, quand on soumet quelque chose pour être remboursé, pour être transparent, les agendas, qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on a fait dans telle visite. Donc, vraiment d'être minutieux là, dans les notes qu'on prenait, puis que comme tout soit à la transparence au niveau de ces fonds-là. Et puis, justement, l'autre aspect, c'était les financements imprévus. Je vous donne exemple, dès que les sages-femmes sont venues, on avait une des sages-femmes qui a été prise justement à Pouilly, qui ne pouvait pas retourner à Salouit. Donc, c'était comme des extras de nuit d'hôtel. J'étais moi-même responsable et ça m'a fait grand plaisir justement de coordonner tout ça et de couvrir ça avec mes fonds personnels à moi pour aller se faire rembourser après. Mais c'est des choses que, tu sais, qu'on ne pensait pas nécessairement au début, mais on ne peut pas contrôler la température, on ne peut pas contrôler les avions et tout ça. Puis je sais, justement pour ces sages-femmes-là, je pense que ça a pris Samantha un bon 3 jours pour se rendre à la maison. Après avoir passé plus qu'une semaine avec nous, on donnait des formations 2 fois par jour. Puis c'était quand même des formations assez lourdes, tu sais, ça touchait sur tous les traumatismes de la colonialisme. Mais voilà. Alors, en termes de défis de gestion, euh, on peut passer à la prochaine. Par la suite, il y avait effectivement des défis de gestion en ressources humaines. Donc ça, c'est vraiment avec la manque de personnel au niveau de la santé, puis la volonté, je veux dire, des équipes qui voulaient participer, puis qui venaient justement même à l'extérieur des unités de la recherche, un peu du côté du Children's, qui savaient que ces sages-femmes-là venaient donner des présentations. C'était de libérer les infirmières pour ça. Et justement, au début, on avait décidé, bon, on va faire des formations de, tu sais, 1 heure et demie, mais les premières formations ont duré 3 heures parce qu'il y avait tellement d'échanges. Vu qu'on avait ces sages-femmes-là en présentiel avec nous, il y avait des échanges qui s'en allaient à 3 heures, 3 heures et demie. Et là, moi, la gestionnaire qui faisait comme, OK, là, on a des soins à fournir et tout ça. Puis c'était une de mes infirmières, justement, qui m'a dit, Wow, Jen, c'en est comme, this is a once in a lifetime thing. Puis j'ai fait comme, oui, c'est vrai, il faut lâcher prise, faut laisser le temps d'explorer, puis d'entendre, puis de se comprendre, puis de faire des liens. Donc, suite à ça, on a comme arrêté de prévoir que les gens se retournent sur l'étage après 1 heure parce que c'était irréaliste. Et puis, mais par contre, ça a vraiment donné, en tout cas, c'était vraiment incroyable à voir la participation, les médecins qui sont venus. On a touché pas mal 80% des membres de santé de la femme qui sont vraiment, puis qui ont appris des affaires que, tu sais, on n'apprend pas à l'école. Hein? On va se le dire que tout le colonialisme puis tous les traumatismes qui vont avec, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Puis d'entendre les effets puis les impacts qui durent, je pense que c'était important de laisser la place aux sages-femmes. Et voilà. Prochaine diapo. Donc là, on parle du défi de gestion encore une fois. Je m'excuse. Mais justement, quand on parle de gestion de changement, tu sais, Micha a touché un petit peu là-dessus avec la politique de visite d'augmenter à 4 personnes quand on est à 2 personnes. Puis justement, tu sais, on est dans un contexte de grossesse à risque, complications, etc., etc. Fait que je savais que cette partie-là allait être comme la plus grande changement de culture dans nos unités. Et donc, tu sais, quand on discutait comme équipe, comment qu'on va procéder, pour moi, c'était
hyper important que tout le monde reçoit comme la formation des sages-femmes pour comprendre les réalités de ce qui est vu dans le Nord, les réactions quand on descend dans le Sud, puis de comprendre un petit peu plus la trajectoire, l'historique, la préjudice, le racisme, vraiment, avant de mettre en place, puis de comprendre pourquoi c'est nécessaire d'avoir toute la famille, puis à quoi ça sert, qu'est-ce que ça donne de plus. Puis de comprendre, tu sais, oui, il y a de l'équité, mais il y a aussi la concept de la justice qui va au-delà. Donc, quand on a mis en place le projet, on a procédé justement avec les sages-femmes, Inuit écrit, justement. Par la suite, l'art, les mets traditionnels et par la suite, la politique de visite qui est encore en phase pilote parce que là, on a aussi des femmes qui veulent venir avec leurs enfants, qu'on essaie de travailler un petit peu c'est quoi la meilleure façon de faire pour que les enfants puissent assister avec la famille aussi. Et bon, en termes d'autres défis, euh, on avait des grandes idées. Fait que là, il faudrait, comme on a dû comme se calmer un petit peu, se limiter de ce qu'on peut contrôler. Euh, je sais que, tu sais, en termes de le observership, la première étudiante Inuk, sage-femme qui est venue visiter, ça, pour moi, en tout cas, c'était beaucoup de bureaucratie, justement en termes des assurances, en termes d'impliquer les directorats. Les observerships, c'est vraiment sous les médecins, fait qu'il faudrait que les médecins soient d'accord aussi que cette sage-femme vient en observation. Par la suite, moi, dans un congé une fois que tout a été mis en place après 1 an de travail. Parce que justement, moi, l'étudiante et ainsi que la responsable des étudiantes sages-femmes, on était centrés que non, on va y arriver, ça se passera. J'étais moi-même à un congé de maladie, donc c'était de s'assurer qu'il y avait quelqu'un en place qui pourrait justement être présent pour Margaret. Et j'étais très contente que Sophia était là pour prendre le relève, parce que quand on descend du nord, effectivement, il peut y avoir des petits pépins. Comme justement Samantha qui a été pris en Pouvis ou autrement, et que ça prend quelqu'un de disponible un petit peu 24/7 qui va pouvoir aider et répondre et s'assurer que tout se passe de façon sécuritaire et plaisant aussi sur les unités. Voilà. En termes des autres défis aussi, on peut dire que justement, Micha a mentionné tout petit peu qu'il y a eu des conversations très difficiles suite aux présentations justement des sages-femmes CRI et du doula CRI sur le consentement. Donc, il faut être comme gestionnaire prêt à avoir à mener ces discussions-là, puis de les encourager dans le fond, parce que ça prend des discussions difficiles pour faire du changement. Puis la dernière chose, je vais finir avec de voir les nouvelles collaborateurs. Fait que ce projet nous a permis de faire des liens avec Sarah Lakita, Kravavik, et maintenant, tu sais, on est en discussion avec le centre Tioktiake, de comment on peut collaborer mieux pour soutenir et nos femmes qui sont admises chez nous et nos femmes urbaines. Et voilà, fait que ça, maintenant, c'est mon nouveau défi de voir comment on met en place tout ça et qui sont les partenaires que qui a besoin d'avoir des connexions à l'intérieur du CUSUM pour que, justement, ça déroule de façon facile. Alors, les prochaines étapes, comme on a dit, le lancement du film, on espère en automne 2025. Le développement du stage pour les apprentis sages-femmes autochtones au CUSUM. On va débuter une recherche qualitative pour justement déterminer le meilleur moyen de collectionner les expériences d'accouchement
des familles. On a un peu de feedback à date, mais clairement, il y a du chemin à faire de comment on va aller chercher ces informations-là pour améliorer ce qu'on fait déjà. Puis justement, on veut créer des liens avec d'autres nations autochtones. Donc, nous sommes reconnaissantes à la Fondation du CUSUM et à la section Erta Vodstril pour nous avoir donné le soutien nécessaire pour mener notre projet. Merci. Merci énormément pour ce séminaire, cette présentation. Ça nous laisse quelques minutes pour ouvrir une période de questions. Donc, j'inviterai les gens à lever la main, comme Mme Carissa Wong, et je vais pouvoir vous donner la parole. Également, dans le clavardage, vous pouvez poser vos questions. On va le visiter aussi. Donc, la main est baissée. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une question? Des questions? OK. Je vais aller voir au clavardage. En tout cas, on a des réactions. On avait des pouces, des cœurs, des félicitations. Quelqu'un qui demandait, est-ce qu'on peut avoir la référence du livret dont vous aviez fait mention dans la présentation? On peut l'envoyer si vous voulez. Oui, on pourra en discuter après, là, voir comment transmettre à cette personne ou au groupe le livret en question. On a une question ici. Donc, Kautar Fadili. Allez-y, si c'est possible d'ouvrir la caméra aussi pour qu'on puisse bien vous voir et vous entendre. Oui, bonjour. Tu as une question? Oui, Vas-y. en fait, On t'écoute, Kautar. oui, je suis infirmière à salle d'accouchement au Royal Vic. En fait, c'est bien ce qu'on fait maintenant pour soutenir les patients du Nord, qu'ils se sentent bien comme chez eux. Mais en même temps, ma question est, parce que c'est sûr que la meilleure chose que ces femmes-là accouchent chez eux, qui ont les soins nécessaires pour accoucher chez eux, comme ici au Québec. Pour moi, je trouve que, est-ce que le gouvernement, les gens responsables, est-ce qu'ils pensent à cette solution? Parce que même si on fait ce qu'on fait, je trouve que les femmes, les patients du Nord, et préféreront de rester chez eux, d'avoir les soins de qualité comme ici au Québec. Moi, c'est ça ma question. Est-ce qu'il y a un plan pour ça? Vous avez complètement raison, Kautar. On est tous sur la même longueur d'onde. J'ai pas de réponse pour vous. Je sais que le gouvernement est sûrement au courant des enjeux. Ils sont en train de former des sages-femmes. Et d'où vient justement notre réflexion de genre avoir un internat avec les sages-femmes autochtones qu'on puisse aider à ce niveau-là pour que les sages-femmes soient présentes dans leur communauté et que les gens, on passe à moins d'évacuations à ce niveau-là, mais Il y a plusieurs choses. Donc, premièrement, le fait que si on arrive à avoir un stage pour les sages-femmes autochtones, elles pourront avoir plus rapidement fini leur apprentissage et être officiellement sage-femme autonome dans le Grand Nord. Donc, ça, c'est un des objectifs d'avoir des stages pour ces sages-femmes-là. Maintenant, une partie du projet de HILA, parce qu'il est quand même sur plusieurs années et elle continue encore un projet postdoctoral, c'est d'essayer de voir de quoi est-ce qu'ils ont besoin, les communautés, pour essayer de rapatrier une partie de ces accouchements-là. Nous, c'est sûr qu'on est super contents de les accueillir parce qu'il y a ce besoin, mais c'est clair que l'idée principale et l'objectif, ce serait qu'ils puissent avoir le même type de soins dans le Grand Nord. Avec les défis que ça implique du côté géographique, l'étendue des villages qui est sur des grandes distances, malgré ces défis-là, comment faire ça? Donc, c'est sûr que c'est une bonne question. On a une question dans le clavardage de Guylaine L. Labbé qui demande comment espérez-vous pouvoir inspirer d'autres centres d'accouchement vers des solutions que vous avez mises en place? En fait, il y a plusieurs personnes qui nous ont approchés et qui nous ont demandé justement qu'est-ce qu'on fait comme intervention, c'est quoi exactement notre projet. D'ailleurs, Jennifer et moi, on a une réunion à 2 heures aujourd'hui avec quelqu'un d'autre qui veut savoir qu'est-ce qu'on va faire.
C'est sûr que le fait qu'on a eu le prix Hippocrate a ouvert potentiellement les yeux à d'autres communautés sur des possibilités qui peuvent s'ouvrir à elles. On a invité quand même pas mal de personnes à travers le Québec à participer aujourd'hui, à écouter la présentation, à communiquer avec nous. Une du membre de notre projet, qui est notre éducatrice, Rutline, et moi, on a présenté aux infirmières qui travaillent justement avec les populations CRI. Donc, elles travaillent à Val-d'Or, elles travaillent à différents autres endroits et je pense qu'elles aussi, elles amènent ce que nous, on leur a présenté dans les endroits où elles vont. Mais on est toujours ouverte à comment partager plus et mieux parce qu'on veut vraiment on est vraiment, comment on dit ça, committed. On veut vraiment que ça arrive dans Oui. le changement. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres centres hospitaliers, je pense en Kanawake, justement, qui ont fait des projets semblables aussi. Nous, tu sais, c'est sûr qu'on débute avec ce qu'on peut contrôler, des petits changements qu'on espère vont mener des plus grandes choses. C'est ça. Je voulais juste mentionner pour Kautar aussi et tout le monde que Suzy Basile vient de partager justement un document sur l'accès aux services de sage-femme pour les communautés autochtones qui peut être très important. Merci. Denis Chenevert. Bonjour, merci beaucoup pour votre magnifique présentation et pour la sensibilité qui vous habite. Je trouve ça très réjouissant et c'est rassurant de voir que ce genre de truc existe encore. J'aimerais savoir en quoi la télémédecine peut être un outil, un instrument, une façon de pallier ou du moins de supporter certains actes dont ceux dont vous parlez. Donc, comment vous voyez le rôle je parle beaucoup de la télémédecine dans le cas du CUSUM parce qu'on a travaillé, nous, sur votre plan stratégique en télémédecine. Donc, on sait un peu c'est quoi les grands défis que vous avez. Et je me disais en quoi la télémédecine peut être un instrument intéressant, important à l'égard de ces défis auxquels sont confrontées ces femmes dans les régions éloignées. Il faut savoir qu'on a déjà un certain programme de télémédecine qui est en place par rapport aux échographies. Donc, par exemple, les techniciens en échographie qui font les échographies des femmes enceintes dans le Grand Nord envoient leur rapport d'échographie et certaines images à nos médecins ici. Et il y a un moyen de communication entre les équipes médicales et les techniciens dans le Nord pour dire on a besoin d'une réponse dans les 24 ou 48 heures, à savoir si on a besoin de vous transférer ou pas la patiente. Donc, c'est sûr qu'il y a déjà un lien qui existe par rapport à ça. L'autre lien qui existe, qui est moins télémédecine, mais c'est plus téléphone-médecine, c'est que nos médecins reçoivent souvent des appels des différentes personnes qui sont dans le Grand Nord, des médecins qui sont sur place, parfois des infirmières qui travaillent dans les plus petites communautés et qui posent des questions. On est en train aussi de travailler avec Inukjuak. Il y a une infirmière praticienne qui a commencé récemment et qui est venue faire une journée d'observation chez nous parce qu'elle avait quelques questions à faire. À qui on pose des questions si on a besoin de quelque chose? On est en train d'essayer d'établir un lien avec les différentes communautés et on voulait premièrement les inviter non seulement à voir ce qu'on a comme les grand rounds qu'on organise à chaque semaine sur différents thèmes, mais potentiellement, si eux, ils avaient quelque chose qu'ils voulaient discuter de leur côté, est-ce qu'il y aurait une ouverture de notre côté de s'asseoir avec eux puis de faire une analyse et un débrief, un débriefage des situations cliniques qu'ils ont pour pouvoir justement voir comment est-ce que les choses auraient pu avoir lieu différemment. Maintenant, c'est sûr que faire un examen par télémédecine, un examen vaginal, un toucher vaginal ou une évaluation des contractions, c'est quand même un défi. Donc, c'est pour ça que la solution d'avoir des sages-femmes sur place qui sont capables de faire ces évaluations-là est primordiale. Et il ne faut pas oublier que les sages-femmes inuits ont été les premières sages-femmes à travers le Québec à être reconnues officiellement avant même l'Ordre des sages-femmes du Québec ici. Pourquoi? Parce qu'elles savaient qu'elles avaient besoin de ce service-là, que dans le passé, c'était elles qui faisaient les accouchements dans le Grand Nord et c'est elles qui ont eu la première certification de sage-femme à travers le Québec. Donc, reconnaître que la première étape passe par
les sages-femmes qui sont là et par la suite, si c'est pas nécessaire, que ce soit par télémédecine pour une consultation, mais par la suite, s'il y a plus que ça, si les services sont pas disponibles dans le Grand Nord, il faut qu'elles viennent vers Est-ce que les accouchements assistés, c'est des choses qui sont prévues ou anticipées dans les par services? télémédecine. Tout à fait. Donc, quelqu'un qui assiste, un spécialiste qui assisterait à l'accouchement, réalisé par une sage-femme, par exemple, et pour bon, s'assurer qu'il y a des complications ou quoi que ce soit, qu'il y a quand même quelqu'un qui a les compétences là, à un niveau supérieur pour être capable de s'assurer de la sécurité de la femme en question. En soins spécialisés, oui, Oui, effectivement. c'est une excellente question. Pour l'instant, je pense pas que ce soit sur la planche. Mais ce serait peut-être quelque chose à Oui. envisionner quand on parle d'un internat, justement, d'apprentis sage-femme, mettons. Oui. Mais ça aussi, ça dépend de la réalité du Nord. Tu sais, Salouit comparé à Pouvy, c'est pas la même réalité en termes de ressources si justement il y a une complication suite à ça. La Mais la télémédecine, télémédecine aussi, on pourrait comme envisionner ça de côté culturel aussi en termes de, on n'est pas rendu là, mais potentiellement avoir l'accompagnement d'un doula autochtone qui pourrait être présent par la visuelle. Je sais qu'on a jasé un petit peu en termes aussi des birth bundles parce que justement, c'est l'aîné qui est central à ça et comment qu'on fait pour avoir accès à un aîné qui va pouvoir expliquer justement à la jeune femme CRI comment faire et quoi faire et à quoi l'importance de tout ça parce que, tu sais, c'est clairement pas notre place à nous de fournir ces importantes informations culturelles. et je veux juste rajouter aussi le commentaire que Guylaine Labbé a fait dans le chat, que le champ de pratique de la sage-femme implique la compétence à intervenir efficacement en cas de complications. Donc, le problème majeur qui serait, ce serait plutôt si ils ont besoin d'aller en césarienne. Et là, c'est ça auquel on a besoin. Et faire une césarienne par télémédecine, je dis pas que c'est impossible, mais il faudrait quand même avoir un minimum de connaissances disponibles avant ça. Je vous remercie. Il est 13h, passé 13h, donc on arrive à la clôture. Est-ce qu'il y a un élément que vous souhaitiez ajouter avant qu'on conclue? On est disponible si jamais il y a des gens qui veulent parler de notre projet, qui ont des idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. C'est sûr que ça dépend de notre financement, mais on est vraiment ouverte aux idées. On veut vraiment faire une différence pour ces familles-là. Entendu. Merci beaucoup pour ce partage généreux d'aujourd'hui. Merci aux participants qui étaient présents et actifs. Le prochain séminaire du pôle santé est en mai par Jean Miro et concerne la performance. Donc, performance d'aujourd'hui, besoin de demain, une démarche informationnelle intégrée. Il y aura un changement de date, donc vous en serez informés. Et le séminaire suivant, qui sera le dernier de la saison, est en mai sur l'accès à la première ligne avec un soutien par l'intelligence artificielle, par le logiciel Vitrail, Vitre AI, pardon. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci. Et